Merci. Si l'on en croit ce que prétendent les criminologues, Watson, Londres serait devenue depuis quelque temps une cité singulièrement inintéressante. Je doute fort que la majorité des citoyens soient d'accord avec vous. Bon, bien que ce ne soit pas mon intérêt. La communauté y gagne ce que certains y perdent, tant pis pour l'infortuné spécialiste qui s'y voit réduit à l'inaction. Bah. Allons, ces derniers mois n'ont pas été si pauvres que cela en événements. Il y a eu le cas des papiers de l'ancien président Murillo. Et puis cette sombre affaire du paquebot néerlandais, le Fredland, qui a bien failli nous coûter la vie. Et vous avez chaque fois remporté un indéniable succès. Et je suis désolée, monsieur Holmes est absent, monsieur. Faut que je le voie maintenant, sinon il sera trop tard. Mais je n'y peux rien, je vous le répète, monsieur. C'est une affaire d'une urgence extrême, madame. Encore une fois, jeune homme, je vous dis que monsieur Holmes... Monsieur Holmes, il faut que je vous parle. J'ai eu beau lui dire que vous n'étiez pas là et il ne voulait rien entendre. Oh, excusez-moi. Monsieur, je suis au bord du désespoir. Vous avez devant vous le pauvre John McFarlane. Et maintenant, veuillez nous dire avec calme qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Vous avez mentionné votre nom comme si j'étais censé le connaître, mais je vous assure qu'en dehors du simple fait que vous êtes célibataire, avoué, franc-maçon et asthmatique, je ne sais pour ainsi dire rien de vous. Toute votre tenue est un peu négligée, cette liasse de documents, cette chaîne de montres, et aussi cette difficulté à respirer. C'est exact, monsieur Watson. Je suis bien ce que vous dites. Et en plus de cela, je suis en ce moment l'homme le plus infortuné d'Angleterre. Vous n'avez peut-être pas encore lu la presse? Pas encore. Si vous voulez bien.
Vers environ minuit la nuit dernière, un incident a eu lieu à Lower Norwood qui pourrait, selon la police, déboucher sur un crime. Un incendie s'est déclaré dans un dépôt de bois de construction derrière la maison de M. Jonas Oldecker, entrepreneur. La police, intriguée par l'absence de M. Oldecker sur place, la police comprit qu'il avait disparu. Un examen attentif de l'appartement révéla que le coffre avait été ouvert et qu'une lutte meurtrière avait eu lieu. On découvrit de plus une lourde canne au pommeau taché de sang. Ce que je vous demande, c'est de ne pas m'abandonner. Un homme m'a suivi depuis London Bridge, et si l'on m'arrête avant que j'ai terminé mon histoire, priez la police de me laisser le temps de tout vous dire. Je me laisserai arrêter sans peur si je vous sais dehors prêt à travailler pour moi. Arrêtez, dites-vous, n'est-ce pas aller un peu vite? Et pour quel motif envisagez-vous d'être arrêté? Sous l'inculpation du meurtre de M. Jonas Oldecker de Lower Norwood. Eh bien. Au moment de mettre sous presse, de sensationnels développements viennent de se produire. Des restes carbonisés ont été découverts dans les cendres de l'incendie. L'hypothèse de la police est que la victime fut frappée à mort et qu'on a brûlé le corps. Selon un témoin, M. Oldecker avait reçu un visiteur hier soir et la canne a pu être identifiée comme appartenant à cette personne, un jeune avoué londonien, un nommé John Hector McFarlane. Mais comment se fait-il que vous soyez encore libre, monsieur McFarlane? Puisqu'il semble qu'il existe assez de preuves pour justifier votre arrestation. Eh bien, j'habite chez ma mère à Torrington Lodge, à Blackheath. Mais hier soir, j'avais affaire avec monsieur Oldecker et je suis descendu à l'hôtel de Norwood. Monsieur Holmes, j'ignorais ce qui s'était passé. Je l'ai appris dans le train qui me ramenait chez moi, en lisant cet article dans le journal. Et j'ai compris le terrible danger de ma position. Je suis venu vous prier de m'aider. Inspecteur Lestrade, vous tombez très bien, nous vous attendions. Monsieur Holmes, Dr. Watson, Monsieur John Hector McFarlane. Oui. Je vous arrête pour le meurtre de Monsieur Jonas Oldecker de Lower Norwood. Un moment, mon cher Lestrade, on n'en est pas à une demi-heure près, je suppose, et ce monsieur était sur le point de nous révéler sur cette affaire des choses qui pourraient nous aider à résoudre le problème. Je n'aurai aucune difficulté à résoudre le problème. Merci, Monsieur Holmes. Toutefois, avec votre permission, je serais extrêmement intéressé d'entendre ce qu'il a à nous dire. Eh bien, Monsieur Holmes, je reconnais que vous avez beaucoup aidé la police à plusieurs reprises dans le passé, mais je dois insister. Ce que je souhaite, c'est que vous écoutiez et admettiez que ce que j'ai à vous dire est vrai. Je vous donne une demi-heure. Asseyez-vous, monsieur McFarlane. Merci, Lestrade. Je dois vous prévenir que ce que vous allez dire maintenant pourra être utilisé contre vous. Bien présent, on vous écoute. Il faut d'abord que je vous dise que je ne savais pratiquement rien de monsieur Oldecker, bien que toutefois son nom me fût familier. Pendant des années, mes parents et lui s'étaient fréquentés, mais la vie les avait séparés. Et ce fut pour moi une surprise complète lorsque, hier, en cours d'après-midi, vers 3 heures environ, il se présenta à mon étude dans la cité. Monsieur Oldecker? Oui. Bonjour monsieur, je suis monsieur McFarlane. Enchanté. Veuillez vous donner la peine. Vous prenez un siège, monsieur, je vous prie. Que puis-je pour vous? Tenez, voici un projet de testament. Un projet que je vous prie, monsieur McFarlane, de mettre en forme légale et de régulariser.
Je vais attendre que vous le fassiez. Jugez de mon étonnement, monsieur Holmes, quand je pris connaissance que, hormis quelques legs mineurs, il faisait de moi son légataire universel. Mais je n'arrive pas à comprendre. Bon, je vais vous expliquer. Je ne suis pas marié, monsieur McFarlane, j'ai quelques parents éloignés, dont aucun ne mérite ma considération. Oui, mais il n'empêche toutefois Patience, que... laissez-moi finir. Veuillez m'excuser. Cela fait déjà plusieurs années que je me suis retiré, que j'ai pris ma retraite. J'étais promoteur, j'avais réussi, sans me vanter, à accéder au premier plan. J'ai accumulé au cours de ma carrière une considérable fortune, de quoi vivre jusqu'à la fin de mes jours, je peux le dire, plus que confortablement. Il y a bien des années de cela, j'ai connu votre mère. Je l'avais aimée, j'avais espéré l'épouser. Mais c'est celui qui fut votre père qu'elle choisit. Je n'en ai jamais rien su. Mais comment auriez-vous pu le savoir? Il y a 3 mois, j'ai lu que votre père était mort dans le Daily Telegraph. Cela m'a rappelé le passé. Je me suis souvenu d'une mère et d'un fils qui aurait pu être le mien. Et ce testament est pour moi le moyen d'assurer votre avenir. Ce que je laisserai derrière moi sera ainsi en bonne main. Je ne sais pas quoi dire. Mais je vous remercie. Il y a là quelques documents tels que concessions immobilières et contrats divers, hypothèques, nantissements, etc. Et maintenant que ma décision est enfin prise, j'aimerais que tout cela soit mis au net. Mais bien sûr. Je vous attendrai chez moi dans la soirée, disons vers 9h. Oui, c'est d'accord. Et vous apporterez le testament définitif que je signerai et authentifierai. Vous comptez sur moi. Je vous remercie, mon garçon. Oh, j'allais oublier. Ne faites pas allusion à tout cela à votre mère jusqu'à ce que ce soit réglé. Je veux que ce soit une petite surprise pour elle. Petite surprise. C'est promis? Vous avez ma parole. Je quittais mon étude à temps, mais j'eus quelques difficultés à trouver la demeure de Monsieur Holdecker, où j'arrivais avec près d'une demi-heure de retard. Bonsoir. J'ai rendez-vous avec Monsieur Holdecker. Monsieur McFarlane? Lui-même. La réception ne me paraissait pas particulièrement chaleureuse. Il régnait dans cette maison une atmosphère un peu équivoque. Excusez-moi de vous avoir fait venir à cette... Oh, je vous en prie, monsieur. Je suis moi-même un peu en retard. Vous avez les papiers? Oui, tout est là. C'est parfait. Il me fit entrer dans une chambre au premier, où se trouvait un grand coffre-fort. Voulez-vous m'apporter les autres dossiers, mon garçon? Et maintenant, au travail. C'est fait? Oui, c'est fait. Tout est réglé. Il est tard, mon garçon. Il est temps de rentrer chez vous. Merci, monsieur. Ah, j'avais une canne, je crois. Je ne sais pas où on l'a rangée. Une canne assez lourde qui avait appartenu à mon Ne père. vous inquiétez pas, vous la retrouverez à votre prochaine visite. Après tout, nous allons souvent nous revoir. Enfin, j'ose l'espérer. Sans aucun doute, oui. Et quand je suis parti, le coffre était ouvert et les documents étaient sur la table. Et comme il était trop tard pour entrer à Blackheath, j'ai passé le reste de la nuit à l'hôtel. Et je n'ai rien su de cette horrible affaire avant ce matin.
Est-ce que vous avez l'original du projet du testament qu'Oldecker avait rédigé? Ah, bien sûr. Je l'ai sur moi. Puis-je le garder 24 ou 48 heures, inspecteur? Si cela vous amuse. Avez-vous d'autres questions à lui poser, monsieur Holmes? J'irai d'abord à Blackheath. Vous voulez dire Norwood? Non, non, j'ai dit, et je répète, Blackheath. À présent, monsieur McFarlane, mes agents sont dehors et une voiture vous attend. Bonne journée, messieurs. Y a-t-il dans ce document des points de détail qui présentent un certain intérêt? Eh bien, je peux déchiffrer les premières lignes, 2 autres dans la 2e page, quelques autres à la fin dont l'écriture est posée, mais la main semble avoir quelquefois tremblé. De place en place, le texte est presque illisible. Vous en concluez quoi? Oh, je ne sais pas trop. Cela a été écrit dans un train. L'écriture lisible représente les stations. La moins bonne est le train en marche. Et la très mauvaise représente... Le passage des aiguillages. Je suis sûr qu'un expert graphologue conclurait que cela a pu être rédigé dans le métropolitain, puisque nulle part ailleurs dans l'immédiat voisinage d'une grande cité ne se trouve une aussi rapide succession d'aiguillages. Et considérant que tout le voyage a été occupé à rédiger ce testament, ce train devait être un express qui ne fait qu'une seule halte, ici, entre Norwood et London Bridge. C'est plutôt étrange, reconnaissez-le, que l'on puisse composer un tel document d'une aussi capitale importance dans d'aussi peu confortables conditions. Je suggère que, dans son esprit, le document était sans importance. Il a néanmoins signé son arrêt de mort en même temps. C'est là qu'est la clé du problème. Suivez-moi. Où allons-nous, à Norwood? Non! À Blackheath! Cochez! Mon fils est le garçon le plus gentil que je connaisse. Il est inconcevable, je vous l'assure, qu'il a pu même de loin être mêlé à un pareil crime. Il ne connaissait pas cet homme, monsieur Holmes. Mais vous si, Madame McFarlane. Il y a très longtemps, j'avais oublié son existence. Je veux dire, j'avais essayé. Il est impossible d'oublier tout à fait un personnage comme Jonas Oldecker. Je l'ai connu, c'est vrai. À une certaine époque, il fut question de mariage. Et le ciel soit loué, j'ai réagi à temps et épousé finalement un homme moins riche. Mais combien meilleur. Oh, je vous en prie. Je crois que votre mari est mort récemment.
C'était un brave homme. La gentillesse même. Il était tout ce que Jonas Oldecker n'a jamais été. Il n'empêche que vous avez bien failli épouser cet homme. J'ai dit que je le connaissais bien. Mais plus je le connaissais, plus je me rendais compte qu'en réalité, je ne savais de lui que peu de choses. Il était changeant, versatile. Il me faisait parfois très peur. Il y avait chez lui un côté quasi démoniaque, une sorte de désir de faire du mal. Voici ma photographie. Le premier cadeau que je lui ai fait. Est-ce Dieu possible? C'est ainsi qu'il me l'a renvoyé le jour de mon mariage. Avec une lettre où il nous maudissait, moi et mon mari, et il me disait qu'il ne me pardonnerait jamais. Si j'en crois les faits, il vous a accordé son pardon. Après tout, il laisse tous ses biens à votre fils, que je sache. Mais ni mon fils ni moi ne voulons rien devoir à cet homme affreux, qu'il soit mort ou vivant. Je n'en doute pas, madame. Mais le fait demeure qu'il a rédigé un testament. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre, non? Pourquoi? Ne vous est-il pas arrivé par hasard de temps à autre de raconter à votre fils ce que vous venez de nous dire? Non, jamais. Jamais? Il avait trouvé la photographie. Mon mari avait tenté de minimiser la chose, mais John insista. Et il fut obligé de lui dire la vérité. C'est tout. Et votre fils en fut perturbé. Oui, très troublé, naturellement. Vous voyez, madame McFarlane, la police pourrait se dire que s'il a entendu parler du comportement d'Oldecker, ça a pu le prédisposer à commettre des actes violents, et cela ne ferait qu'accroître les soupçons qui pèsent déjà sur lui. Non. Il y a un Dieu au ciel, monsieur Holmes. Et ce même Dieu qui punit cet affreux homme montrera au juge en temps utile que mon fils est innocent et qu'il n'a pas de sang sur les mains. Attendez-nous ici. Ah, monsieur Holmes. Bonjour, docteur Watson. On est en train d'enlever les débris. Le testament, comme promis. Regardez. Des boutons. Des boutons de pantalon. Je suppose que vous avez apporté votre loupe avec vous. Il y a un nom, un certain Hyams. Et selon Madame Lexington, la gouvernante, Hyams est le nom du tailleur de monsieur Oldecker. Je présume que les restes recueillis ont dû être transportés au laboratoire. Oui, en effet, quoique cela ne servira pas à grand-chose, j'en ai peur. Du pauvre diable, il ne reste plus que des cendres et des os. Ce qui arrange les affaires de notre meurtrier. Sans doute, mais pas celles de monsieur Oldecker. Dont il ne reste, inspecteur, que quelques cendres et quelques os. C'est une chance que nous ayons retrouvé les boutons. La canne appartient au suspect, il ne l'a jamais nié. Il a dit qu'il ne l'avait pas retrouvé avant de partir. Il a dit, monsieur Holmes, il a dit. Mais les experts ont trouvé, eux, les traces de pas de 2 hommes sur cette carpette. Mais trop de personnes l'ont piétiné depuis pour que mes observations puissent présenter quelque valeur. Il n'y a les traces que de 2 hommes, monsieur Holmes. Aucune d'une tierce personne. Ce qui renforce votre théorie.
Je suppose que ces papiers proviennent du coffre En effet. et que rien, absolument rien d'autre n'a été déplacé. Non, non, visiblement. Nous avons ouvert quelques lettres pour examiner le contenu. Et puis-je faire de même? Si vous le voulez. Je vous laisse, on m'attend à Scotland Yard. Je désirerais m'entretenir avec la gouvernante, Madame Lexington. Elle ne vous en apprendra guère plus que vous ne sachiez déjà. Peut-être, qui sait? Je vous le renvoie. Est-ce que, pour une fois, Lestrade serait sur la piste? Toutes mes intentions vont dans un sens et les faits dans l'autre sens. Vous voulez me voir, monsieur? Oui, Madame Lexington, voici mon collègue, le docteur Watson. Mais veuillez vous asseoir. Merci, je préfère rester debout. Ah, très bien. Je me sens mal à l'aise dans cette pièce. Vous avez ouvert à Monsieur McFarlane à 21h30, n'est-ce pas? Oui. Et je voudrais que ma main les repoussée au lieu de le faire entrer. Et vous êtes allé vous coucher? Exactement à 23h20. À 23h20. Vous n'avez rien entendu? Ma chambre est située à l'autre extrémité de la maison. Et je n'ai rien entendu avant l'alarme. Et c'est alors, et pas avant, que je me suis rendu compte que l'on avait assassiné mon maître. Madame Lexington, à votre connaissance, est-ce que votre maître avait des ennemis? Qui n'en a pas à notre époque, monsieur? Et un homme d'affaires comme M. Holdecker, plus que beaucoup d'autres peut-être? Mon maître était une personne responsable qui ne se mêlait jamais des affaires des autres. Aviez-vous connaissance de ces papiers? Je n'étais pas au courant de ses affaires Ces privées. boutons que la police a trouvés dans les cendres? Mon maître avait 3 costumes confectionnés par monsieur Hyams et 2 sont encore pendus dans la garde-robe. Il portait hier soir le 3e. Merci, Madame Lexington, vous avez été extrêmement coopérative. Que pensez-vous d'elle? Elle est aussi froide qu'un serpent, mais peut-être est-ce sa véritable nature. Ça ne colle pas. Je le sens au fond de mes os, un petit détail. Je ne sais quoi, qui ne sait pas montrer que cette femme doit connaître. Holmes, voulez-vous me laisser examiner ces papiers? Un livre de comptes, vous savez, peut en apprendre plus qu'un journal intime. Oui, c'est vrai. Faites donc, Watson. Petit garnement. Oh, pardon, monsieur. Ne vous excusez pas, mon ami, je sortais pour me dégourdir les jambes, je vais les surveiller.
Et dites-moi, mon ami, est-ce que vous êtes d'ici? Tout à fait, monsieur. J'y suis même né. C'est parfait. Alors peut-être pourrez-vous me fournir des informations? Je ferai de mon mieux, monsieur Holmes. Je peux vous l'assurer. Holmes! Lestrade a dit qu'aucun document ne manquait. En effet. C'est bien ce que je pensais. Vous avez trouvé quelque chose? Ce qui est intéressant, c'est ce qui manque. Il y a ci et là des références à divers actes notariés portant sur de grosses sommes dont il n'y a aucune trace matérielle. Mais une chose est claire. La situation d'Oldecker n'était pas du tout celle que nous avions pu supposer. Son compte en banque est en effet pratiquement vide par suite de considérables versements effectués depuis près d'1 an au crédit d'un certain monsieur Cornelius. Le jeune McFarlane n'aurait finalement hérité de rien. Mais voilà qui est intéressant, Watson. Quel genre de relation un retraité tel que lui peut-il avoir avec ce Cornelius? Nous allons reprendre notre cab et voir ce que la banque peut nous apprendre à ce sujet. Vous montez? Non, j'ai encore affaire ici. Cocher, à la gare, je vous prie. Alors, monsieur n'est pas reparti pour Londres avec son ami, je vois. Non, pas encore en effet. Et j'espère que ma présence ne vous sera pas importune. Ah, oui, j'y pense, j'allais oublier de vous le dire, j'ai aperçu un indésirable qui épiait la maison à l'instant. Je l'ai chassé, bien sûr. Un indésirable? Un vagabond, Madame Lexington. Un mendiant, très probablement. Qu'il aille mendier ailleurs. Ah, vous n'êtes pas de celles qui soulagent la misère de leurs frères malchanceux. Je travaille, moi. Qu'il fasse de même. Vous avez raison. Bon, ben, moi, je vais pousser jusqu'à Folkestone. Bon, ben moi, j'en ai marre de la marche à pied. Quand je trouve un coin tranquille, je m'installe un bout de temps. J'avais rendez-vous avec un copain ici. Peut-être que tu le connais, c'est un ancien marin. Ça se pourrait que je le connaisse. Il a partagé mon coin 4 nuits de suite et à l'œil. Et il a levé l'ancre, sans même dire merci. Je vais te dire, mon vieux, méfie-toi de lui. Ce type, c'est un menteur. Alors, j'avais jamais eu l'impression. Il allait sonner à la porte de la grande maison. Et quand il est revenu, il m'a raconté une histoire. Il l'avait reçu à bras ouverts et il dit de revenir le lendemain pour lui donner de quoi bouffer et puis des vieilles nippes. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il a menti? Tout bonnement parce que j'y étais allé voir avant lui. Et je me suis fait mettre à la porte et menacer de la police pour mendicité, pour vagabondage. Oh, il a peut-être su implorer leur pitié. Est-ce que tu crois qu'un ancien matelot est plus méritant qu'un ancien sergent de la coloniale? Oh non, non. Bon. C'est un menteur.
Il disait que un bourgeois donne quelque chose ou partagera moitié-moitié, ça je te le jure. Mais il a filé. Et je l'ai jamais revu, le salaud. Holmes. Il n'est pas permis de se laisser aller de cette façon. Ce n'est pas raisonnable. Le temps passé à se nourrir, Watson, et du temps perdu pour penser, réfléchir. Il faut manger si vous voulez élucider cette affaire. J'ai peur, mon cher Watson, que cela ne finisse sans gloire par la condamnation de notre client. Et pour le plus grand triomphe de Scotland Yard. J'ai reçu un télégramme. Apportant de preuves nouvelles confirmant McFarlane coupable d'assassinat, vous prions instamment d'abandonner le cas, signé Lestrade. C'est le cocorico de Lestrade qui chante victoire. Commençons par prendre des forces. Et nous essaierons ensuite de trouver une solution. Je vais avoir aujourd'hui grand besoin de votre soutien moral, Watson. Ah, Monsieur Holmes, Dr. Watson. J'espère que vous admettrez volontiers que nous sommes cette fois en avance sur vous. Donnez-vous la peine d'entrer, messieurs. Je suis persuadé de vous convaincre à coup sûr que c'est John McFarlane qui a commis ce crime. Vous n'aimez pas avoir tort, comme tout le monde, mais aucun homme ne peut se vanter de remporter la victoire à tous les coups, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Dr. Watson? C'est là que la gouvernante a trouvé la canne et le chapeau de M. McFarlane, et c'est là qu'il serait venu récupérer ces objets après que le meurtre ait été perpétré. Et regardez ceci. C'est l'empreinte d'un pouce. Je l'avais remarqué. D'un pouce taché de sang humain. Et vous savez qu'il n'existe pas deux empreintes identiques. Oui, j'ai entendu parler de cela. Elles sont identiques. On a pris celle-ci sur M. McFarlane ce matin même.
Il n'y a rien à dire, elles sont bien semblables. Sans contestation possible. Oui, point final. Qui a découvert cette empreinte? C'est Madame Lexington qui a attiré sur elle l'attention du policier de service. Il n'y a, je suppose, aucun doute que l'empreinte ait été laissée hier. Je ne crois pas que McFarlane se soit échappé de prison au beau milieu de la nuit pour apporter ici des preuves contre lui. Très drôle. Y a-t-il une objection à ce que j'aille là-haut jeter un regard? Non, non, aucune. Mais il n'y a rien à y voir. La suite se présente très mal. Mais il y a quelque chose de flou dans cette preuve, Watson. Expliquez-vous. Cette empreinte n'y était pas quand j'ai examiné l'entrée hier. Inspecteur Lestrade, je suis au regret, mais vos preuves sont insuffisantes. Ce qui veut dire, Monsieur Holmes, Qu'il existe un certain témoin important qui n'a pas été interrogé. vous pouvez produire ce témoin en question. Je crois. Dans ce cas, faites-le. Je vais m'y efforcer. De combien d'agents disposez-vous? 3 pour l'instant. Cela suffira. Je présume qu'il s'agit d'hommes très robustes et possédant une voix puissante. Oui, certainement, mais... Ah, dans le hangar dehors, j'ai vu qu'il y a de la paille. Faites-moi apporter 2 bottes à l'instant. 2 bottes De paille, oui. Et avec 2 seaux pleins d'eau. 2 seaux pleins d'eau. Et qu'on les monte au dernier étage. Vous déposez votre paille juste devant la cheminée et vous mettez vos 2 seaux d'eau à côté. Monsieur Holmes, écoutez, j'ignore à quel jeu vous êtes en train de jouer, mais je ne crois pas que cette mise en scène soit vraiment utile. Soyez assuré, mon cher Lestrade, que je ne fais jamais rien sans avoir de bonnes raisons. Watson, veuillez s'il vous plaît allumer cette paille et vous, je vous prie de l'asperger pendant ce temps. Parfait. Et maintenant, vous allez voir apparaître le témoin dont je vous parlais tout à l'heure. S'il vous plaît. Vous allez crier avec moi au feu à haute voix. 1, 2, 3. Au feu! Pas très convaincant. Attention, on recommence et tous ensemble. Au feu! Juste ciel. Et voilà. Éteignez le feu avec un seau d'eau, voulez-vous? Lestrade, je vous présente la pièce qui manquait au puzzle. Monsieur Jonas Oldecker. Que signifie? Qu'est-ce que vous faisiez là depuis tout ce temps, monsieur?
Mais je n'ai fait aucun mal. Aucun mal? Vous avez tout fait pour qu'un innocent soit pendu? Et vous auriez probablement réussi si M. Holmes n'avait pas deviné la vérité. Qu'on l'emmène. Allons voir de près la tanière du renard. Quel avantage d'être du métier. Voyez comme cela a pu lui être facile de construire lui-même une cachette sûre, avec la complicité de sa gouvernante que vous pourriez peut-être inscrire à votre tableau de chasse, inspecteur. Et voici les documents qui avaient disparu, sans doute. Ce qui renforce nos soupçons. Qu'on emmène également Madame Lexington. Comment avez-vous donc fait pour trouver sa cachette, Monsieur Holmes? Mais en comparant les proportions de cette chambre avec celle située en dessous, j'en ai déduit que cette cheminée était fausse. Holdecker a incontestablement beaucoup de cran, mais pas assez toutefois pour garder son sang-froid devant un début d'incendie. Mais comment avez-vous deviné qu'il se cachait dans la maison? Grâce à l'empreinte sanglante. Quand j'ai examiné le vestibule hier, elle ne s'y trouvait pas. J'en ai conclu qu'on l'avait déposée pendant la nuit. Mais comment? Après que MacFarlane ait eu examiné les papiers cette nuit-là, il les remit dans une enveloppe qu'il scella en appuyant son pouce sur la cire chaude. Et ce détail donna à Holdecker l'idée diabolique d'utiliser cette empreinte. Il fit une contre-empreinte, y déposa une goutte de sang et l'appuya sur le mur, constituant de la sorte une preuve irréfutable contre le pauvre MacFarlane. Mais dans quel but, tout cela? Oh, c'est bien simple, inspecteur. Dans le but d'échapper à des créanciers qui devenaient pressants. Holdecker a peu à peu vidé son compte en banque en versant de fortes sommes à un certain monsieur Cornelius. Et je suis tout prêt à parier que messieurs Holdecker et Cornelius ne font qu'un. Le but consistait donc à changer de nom, rassembler toutes ses disponibilités et disparaître ensuite. Nous avons devant les yeux un homme malicieux et pris de vengeance. Savez-vous qu'il avait été repoussé par la mère de MacFarlane, inspecteur? Il n'a toute sa vie songé qu'à prendre sa revanche. Et il s'est dit que s'il parvenait à faire accuser de meurtre le fils unique de celle qu'il avait repoussée autrefois, quel raffinement dans la vengeance. Mais je n'aurais jamais laissé accuser de crime le pauvre John MacFarlane, je serais intervenu à temps. Ce sera au jury d'en décider. Et vous n'allez pas m'inculper pour ce qui n'est rien qu'une plaisanterie. Inculpé pour le meurtre de l'homme, retrouvé dans les cendres. Mais le cadavre est celui de qui? C'est celui d'un ancien marin que l'alcool avait réduit à la misère. Lorsque j'ai examiné les cendres de cet incendie, j'ai découvert que vos experts étaient passés à côté de ceci. C'est une dent du grand requin blanc. Vous constatez que l'objet porte une date gravée, ce qui est une coutume très répandue chez les marins. C'est insuffisant pour identifier à coup sûr la victime. Je sais, et je suis certain de ce que j'avance. Lundi dernier, un vagabond a sonné à la porte de la maison. Et lorsque j'ai interrogé Madame Lexington, elle m'a assuré qu'elle n'ouvrait jamais au mendiant. Mais non seulement celui-ci fut bien reçu, mais on lui fit don d'un des costumes de M. Holdecker. Et hier, devant la porte d'entrée, j'ai découvert la carte de visite, cette sorte de message codé que les vagabonds laissent devant la demeure des personnes charitables pour signaler à leurs congénères qu'il y a là quelque aumône à glaner. Et j'ai pu hier soir m'entretenir avec l'un d'eux, qui m'assura que l'infortuné marin avait été prié de revenir le lendemain pour recueillir d'autres vêtements usagés et quelques provisions. Donc, le lendemain, il revint, habillé de neuf, ou presque. Il entra dans la maison, la porte se referma sur lui, et depuis, nul ne le revit. Vous avez sauvé un innocent de la potence, Monsieur Holmes. Et vous m'avez tiré, moi, d'une situation embarrassante. Allons, mon cher, vous verrez que votre réputation sera renforcée. Il vous suffira de modifier quelque peu le rapport que vous allez faire pour démontrer à vos chefs qu'on ne jette pas aussi aisément la poudre aux yeux de l'inspecteur Lestrade. Vous ne voulez pas que votre nom apparaisse? Pas du tout. Le succès est toujours sa seule récompense. J'irai vous voir pendre, Holmes. C'est un privilège qui sera d'abord le mien.